On va aborder la session à Maporkal et je salue fortement cette coopération, je dirais collaboration entre la MAPAD et Maporkal. Nous étions ravis de les accueillir lors de notre congrès de Maporkal et là nous sommes présents justement pour parler des thématiques qui sont un petit peu transversales et qui touchent beaucoup de spécialités. Et les pneumos en particulier sont quand même intéressés par cette session sur les allergies médicamenteuses. Donc nous avons un panel d'experts qui vont partager avec nous leur expérience en matière d'exploration des allergies aux médicaments. Donc il y a Dr Vitali que j'ai vu, Dr Tzazi Leila, très bien, et puis Professeur Harawi, Shafir. Certaines personnes étaient avec nous ce matin pour l'atelier des bêta-lactamines, donc il y aura probablement quelques redites, mais voilà. Et puis pour les autres confrères, on essaiera d'apporter du nouveau. Donc le thème qu'on m'a demandé d'aborder, c'était quelles explorations pour l'allergie aux bêta-lactamines. Donc j'ai essayé d'être un peu didactique en répertoriant les manifestations en deux groupes. Vous avez les formes peu sévères et vous avez les formes sévères. Alors les formes peu sévères, dont l'urticaire, l'anaphylaxie de grade 1 et 2, d'accord, sont considérées comme quand même des formes peu sévères. Les exanthèmes maculopapuleux qu'on voit très très souvent. Les érythèmes pigmentés fixes, hein, ces taches qui sont noires et puis quand vous reprenez le médicament, eh bien, elles vont se réactiver. Les réactions de photosensibilité aussi. Et les formes sévères auxquelles il faudra faire très attention donc, sont le classique choc anaphylactique, l'œdème laryngé, l'œdème de Quick, les PEAG, les pustuloses exanthématiques aiguës généralisées, les fameux syndromes de Lyell et de Stevens-Johnson. Donc on détaillera un petit peu plus, mais vous savez que le Stevens-Johnson, c'est le début du Lyell qui est le plus grave, avec beaucoup de mortalité. Le DRESS, qui est aussi très important, et puis les vascularites. Donc voilà un petit peu le catalogue des réactions allergiques que nous pouvons voir. Donc au niveau de l'urticaire, l'angio-œdème, je rappelle, mais je pense que vous le savez tous, que c'est dans un délai rapide que surviennent les manifestations. Alors quelques minutes à 3 heures, le maximum étant de 3 heures. Et puis bon, on n'est pas sans rappeler que le traitement de l'anaphylaxie, c'est avant tout l'adrénaline. D'accord? Les corticoïdes, comme voilà, beaucoup de patients font l'erreur aussi, pour eux, ils sont en confiance quand ils ont leur corticoïde dans le sac, ça ne les protège absolument pas avant de se mettre en route. Le corticoïde, il lui faut du temps, donc le patient a le temps de décéder, malheureusement. Donc s'il vous plaît, je rappelle fortement, j'insiste, le traitement est l'adrénaline et absolument pas la corticothérapie. Les raches ou exanthèmes maculopapuleux, ça je pense que vous en voyez énormément, hein, c'est la manifestation vraiment la plus fréquente, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Hein. Chez l'adulte, vous voyez, on monte jusqu'à 80%. N'oubliez pas que ça n'est pas toujours une origine allergique médicamenteuse, il y a beaucoup de virus, hein, notamment chez les enfants, les petits qui vont prendre de l'amoxil ou de l'augmentin et puis au bout du 2e ou 3e jour, ils vont devenir tout rouges, la maman va venir en catastrophe en disant que son enfant a fait une allergie. Ben non, la plupart du temps c'est viral. Je voulais aussi rajouter un petit point, quand on a une allergie médicamenteuse, en général elle va se déclencher très rapidement, donc dans les minutes qui suivent, on a dit jusque dans les 3 heures, mais à la première prise du médicament, s'il y a eu une sensibilisation avant, d'accord? S'il n'y a pas eu de sensibilisation avant et que ça n'est que la première fois que le patient va être en contact avec le médicament, il ne fera pas sa réaction avant, il faut une dizaine de jours pour se sensibiliser. Donc ce délai déjà est très important pour vous, pour mettre de côté ce qui sera réellement une réaction allergique de ce qui sera un épisode viral ou une toxine bactérienne. D'accord? Donc je résume, premier contact, il faut 10 jours de sensibilisation. Si c'est un 2e ou énième contact, ce sera à la première prise, pas le 2e ou le 3e jour de traitement. Donc déjà au niveau de l'anamnèse, vous arrivez à faire le tri. La localisation, donc ça démarre au niveau des coudes, genoux et tronc.
diffus en 3 à 5 jours, donc maculopapules de petite taille, et puis après ils sont tous placardés. Hein. Ça met une petite semaine à guérir, et puis ça peut évoluer vers des syndromes plus graves quand on est dans une vraie allergie. Donc, deuxième image, hein, alors oui, on la voit pas très bien, je suis désolée, de l'exanthème maculo-papuleux. Donc, des fois, ça peut, j'avais dit 5 jours, mais ça peut aller jusqu'à 10 jours. Hein. Donc, on a déjà dit que c'était très fréquent. Et puis, souvent, les confrères ou même les patients peuvent présenter ça comme un rush. Donc, faire attention à la terminologie utilisée. Hein. Alors, les toxidermies qui mettent en jeu le pronostic vital, donc l'angioœdème, l'anaphylaxie classique que tout le monde connaît, les syndromes de Lyell et de Stevens-Johnson, le DRESS syndrome dont j'ai parlé et le PEAG. On va montrer quelques photos. Alors, pas très joli à voir. Donc, le premier, c'est le Stevens-Johnson. Vous avez moins de 10% de surface décollée. On peut aller jusqu'à moins de 30%. Et puis, quand ça dépasse les 30%, on est dans le Lyell. Le Lyell met en jeu le pronostic vital, il y a 25% de décès, et puis c'est des équivalents de grands brûlés qui sont en réanimation. Donc faire très très attention. En gros, quand les patients commencent à avoir des symptômes, la première chose que je leur demande, est-ce qu'on a des atteintes au niveau des muqueuses? Dès que vous avez un début de décollement au niveau des muqueuses, attention. Le délai d'apparition de 1 à 15 jours, donc faites attention aux prises retardées, hein, enfin aux déclarations, prises antécédentes de médicaments, mais 15 jours plus tard, c'est là où il va faire sa toxidermie. Ils mettent à peu près 1 mois à retrouver une peau normale, et comme je disais, 25% de décès. Le DRESS syndrome, voilà à quoi ça peut ressembler. Donc au départ, vous pouvez le confondre avec un exanthème maculo-papuleux. On va suspecter la réaction médicamenteuse. Si vous faites une petite prise de sang, vous allez voir une hyperéosinophilie ou des lymphocytes atypiques dans plus de 5% des cas. Et on a au moins, c'est ce qui caractérise le DRESS, des atteintes viscérales. Donc avec des adénopathies diffuses, des hépatites, hein, les transaminases sont augmentées 2 fois par rapport à la normale. Pneumopathie interstitielle, ça peut toucher les reins, et puis ça peut toucher aussi le cœur, donc péricardite ou myocardite. Ça aussi, c'est un syndrome qui est assez grave. Donc là, ça vous donne un petit peu la chronologie au niveau donc de la numération de formules sanguines, et puis de la cytolyse hépatique, donc qui va venir un petit peu en décalé. Donc, on résume, toxidermie grave, 10% de décès. Alors, on avait dit 25% dans le Stevens-Johnson, mais on est quand même à 10% dans le DRESS. Le délai moyen de 3 semaines, ça peut aller jusqu'à 6 semaines. C'est ce qui complique en fait vraiment le diagnostic, parce que ils ne se souviennent pas forcément des médicaments qu'ils ont pris, ils n'ont pas le délai dans lequel ils les ont pris, les ordonnances sont perdues, donc c'est assez compliqué à retrouver. Ne pas aussi négliger tout ce qui peut être infectieux avec, hein. Donc des réactions immunitaires qui vont être médiées par les lymphocytes T, mais vous allez voir dirigées contre des virus du groupe herpès. Vous avez les Epstein-Barr, donc ne jamais oublier le côté en fait infectieux. Il faut faire aussi des PCR, hein, et pas des sérologies. Elles ne sont pas valables, elles ne sont pas assez contributives. Et donc, on n'a pas seulement, entre guillemets, une allergie aux médicaments, mais aussi on peut avoir la réactivation des virus endogènes par le médicament. Donc, ça complique un petit peu les choses. La PEAG, le début est assez brutal. Oh, je suis désolée, on ne voit vraiment pas très bien, c'est un peu trop rouge au niveau des dia, mais vous voyez, c'est vraiment des pustules. Hein. Des pustules qui ne sont pas folliculaires, c'est-à-dire que vous n'avez pas la racine du poil. Elles sont stériles, c'est des placards érythémateux au niveau des visages, des plis. Là, on le voit bien, la dernière dia en bas. Au niveau des oreilles, il y a une forte fièvre, il y a une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile, et c'est un délai qui est assez rapide, hein, moins de 4 jours, et une régression en 15 jours après arrêt du médicament. Donc, les bêta-lactamines, de quoi on parle? De quels allergènes on va parler?
on parle essentiellement du noyau bêta-lactame. Donc là, il est représenté au point de vue chimique. Hein. Vous avez le OA qui est vraiment le noyau bêta-lactame. Vous avez le noyau thiazolinique pour les pénicillines, d'accord? Et il ne faut pas oublier toutes les chaînes latérales qui vont avoir toute leur importance dans les réactions croisées avec les céphalosporines et autres molécules qui ressemblent. Donc ça, c'est un petit tableau que vous avez déjà vu ce matin pour ceux qui ont fait l'atelier. Donc vous voyez la pénicilline à quoi elle ressemble avec son noyau. Donc de toute façon, elle partage tout le noyau bêta-lactame. Hein. Et puis vous voyez la différence entre la pénicilline et la céphalosporine. Hein, on n'a que le R en rouge d'un côté, vous avez le R2 de l'autre côté en jaune, et puis la structure est un petit peu différente. Les carbapénèmes aussi sont différents, les monobactames aussi, mais tout le commun de tout ça, c'est pour ça qu'on appelle ça la grande famille des bêta-lactamines, vous avez le noyau bêta-lactame. Et l'acide clavulanique, vous voyez, il ressemble aussi un petit peu. Alors, petite précision, l'allergie à l'acide clavulanique est quasi exceptionnelle, voire inexistante. Donc ça, Younes l'a dit ce matin aussi, hein, la plupart des bêta-lactamines sont de faible poids moléculaire, donc tout seul, ça ne donne rien du tout. Il faut qu'il soit couplé à une protéine porteuse. Donc l'aptène tout seul ne va rien donner, il faut qu'il soit couplé à une protéine porteuse pour qu'il devienne allergisant. Donc les réactions aux bêta-lactamines, donc c'est soit le noyau bêta-lactame tout seul, et bien soit les chaînes latérales, comme je vous ai dit, ce qu'on voyait tout à l'heure en rouge, R1, R2. Alors on a aussi la notion de déterminant majeur et de déterminant mineur. Au niveau des tests, on va simplifier un petit peu. Voilà, ça ce sont d'autres déterminants mineurs. Vous voyez les différences de structure. Pour les céphalosporines, c'est un petit peu le même principe aussi. Hein. Vous avez les ouvertures des cycles A et B, et puis vous allez avoir la fixation protéique, donc l'antigène, qui va être majeur et mineur. Et puis pour les céphalosporines, vous savez que vous avez les C1, C2, C3. Et alors en général, quand on a une allergie à la pénicilline, eh bien les C3 passent. Les C2 aussi, mais en général ça croise avec les céphalosporines de première génération et vous pouvez quasiment les contre-indiquer dès le départ. Donc comme je disais, toutes les allergies aux bêta-lactamines ne peuvent pas s'expliquer que par le noyau bêta-lactame, ce sont les chaînes latérales. Donc ce sont des allergies croisées qui vont être inconstantes. Et en gros, ce que j'aime bien expliquer à mes patients, pour leur expliquer, pour vulgariser un petit peu, vous avez deux molécules qui se ressemblent, elles ont le même corps, mais il y en a, peut-être que vous allez faire l'allergie au corps de la molécule, ou peut-être que vous allez faire l'allergie au bras, qui est différent, avec un corps idem, mais des bras différents. Donc ça reprend un petit peu le tableau de tout à l'heure, hein. Vous voyez l'amoxicilline, le céphadroxyle et céphatrizine. Donc vous avez essentiellement au noyau, au niveau de la chaîne R1, l'ampicilline et le céphachlore qui va croiser avec céphalexine au niveau des deux chaînes latérales, et ainsi de suite. Alors comment les tester en pratique? Alors, précision importante, les tests aux bêta-lactamines ne vont pouvoir mettre en évidence que deux types de réactions. Les réactions d'hypersensibilité de type 1, tout ce qui est donc anaphylaxie, le pronostic vital qui va être en jeu, et les réactions de type 4, où aussi on peut avoir un pronostic vital en jeu avec le DRESS et le LAIEUL. Donc on ne va tester que ces deux choses-là. Petite précision quand même, quand on arrive en DRESS, ou même à LAIEUL, il est communément admis qu'on ne reteste pas les patients, même pas en patch, même pas en IDR, rien du tout, parce qu'on prend le risque de déclencher une allergie très très grave, et donc vous risquez de laisser sur le carreau votre patient. Donc en général, quand on a un Steven Johnson ou un LAIEUL, on évite complètement de tester. On va essayer, grâce à l'imputabilité, parce que souvent c'est des cocktails de médicaments, hein, ils aiment bien en prendre plusieurs, ou ils en ont plusieurs de prescrits. Donc il faudra chercher le médicament qui est censé donner le plus de responsabilité, et c'est celui-là que vous allez mettre de côté. Parce qu'on prend vraiment un très grand risque à les retester.
Donc aucun intérêt dans tout ce qui est vascularite, lupus, le prurite, etc. Bien évidemment, on peut tester et les enfants et les nourrissons, mais pour l'allergie aux bêta-lactamines, on sait aussi que pour les enfants, c'est souvent des fausses allergies, c'est la plupart du temps des éruptions virales. Donc de toute façon, ils ont juste sur leur carnet de santé une allergie aux bêta-lactamines qui va rester pendant des années, et puis à l'âge adulte, soit ils ont repris de la pénicilline ou des bêta-lactamines de façon générale, de façon accidentelle, entre guillemets, en tout cas ça a été prescrit, il ne s'est rien passé, donc là vous rassurez le patient, ça ne sert à rien de faire un quelconque examen parce que c'est bon, soit vous le testez, en général on attend qu'il grandisse un petit peu parce que, en tout cas personnellement, les IDR chez un tout petit, c'est pas très plaisant, et puis on peut se débrouiller autrement en attendant, on peut donner une autre classe, une autre alternative thérapeutique. La période optimale, donc en tout cas entre 2 et 6 mois, après eh bien, on a une diminution de la sensibilité, et quand est-ce qu'on va déclencher un test, c'est pas avant 4 à 6 semaines, ça aussi on en a parlé ce matin. Si vous le faites avant, les mastocytes sont vides, donc de toute façon quand vous faites votre test, il n'y aura strictement rien, pas parce que c'est négatif, mais parce qu'il n'y a plus rien à dégranuler. Donc entre guillemets, ce serait un faux négatif, donc jamais avant 4 à 6 semaines. On continue. Pardon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Voilà. Les allergies immédiates. Donc, comment on commence par les tester? On commence par faire des prick tests. On l'a bien détaillé ce matin. Les prick tests, tout dépend de l'accident de départ. Si l'accident a été léger, vous pouvez commencer avec un prick pur. Si l'accident a été grave, vous allez le diluer. Ce sont des dilutions qui sont décroissantes. Et puis, vous allez laisser 20 minutes entre chaque test, en milieu sécurisé, la plupart du temps, surtout quand l'accident a été grave. Ne pas oublier d'avoir de l'adrénaline. Alors, je vais me dépêcher parce qu'on me fait signe que je n'ai plus trop de temps. Ça, ce sont les concentrations maximales, donc de toute façon, il y a des protocoles. En général, on ne fait jamais d'IDR pur parce que c'est plus irritant qu'autre chose. Donc ça, sachez-le de façon générale, les IDR sont dilués, mais jamais en pur. Le pur, ce sera pratiquement tout le temps positif. Alors, important pour vous de savoir, réactivité croisée entre pénicilline et céphalosporine. Donc, on a 3% de réactivité dans les études. Ça, c'était depuis 1980. Entre péni et céphalo, on a trouvé, avec un radical R identique, on est monté de 3% à 38%, je vais au maximum, d'accord. À l'absence de tests cutanés de tests cutanés réalisés et de réactions sévères, vous pouvez très bien réintroduire les céphalosporines sous surveillance. Soit d'emblée à la dose, soit vous avez un petit peu peur, et vous allez faire la moitié de la dose, et puis après vous allez réintroduire l'autre dose. Alors, toujours la même question, est-ce qu'on le fait au cabinet, est-ce qu'on le fait en milieu sécurisé? Tout dépend de l'histoire clinique. En général, moi je préfère toujours les faire en milieu sécurisé, ça rassure tout le monde, même le patient qui a très très peur. Voilà, maintenant quand c'est vraiment une allergie, vous dites oui, j'ai fait une injection et puis tact, le fameux tact qui est le malaise vagal dans les minutes qui suivent. Bon, il y a de très très peu de chances qu'il ait fait une réaction anaphylactique. Après, ce que je disais aussi, donc allergie à la pénicilline, on va interdire les céphalosporines de première génération, celles de 3e génération passent très bien. L'allergie croisée entre pénicilline et carbapénem, donc là il en existe peu. Il en existe peu, donc à la limite on peut en redonner. Les patch tests. Les patch tests. Quels tests on peut réaliser? Alors déjà, comme je disais, pas de test si c'est un Lyell, un Steven Johnson ou un Dress, donc vous oubliez directement. Les patch tests se font avec la molécule qui va être diluée. Vous allez les faire une lecture à 48, 72 ou 96 heures, et vous pouvez faire aussi des IDR à lecture retardée. Donc tout à l'heure, il y avait une consoeur
pour elle, l'IDR, c'était plus du retardé. Alors, ça n'est pas que du retardé, c'est aussi de l'immédiat. On le fait en immédiat, mais on le fait aussi en retardé. Donc, avec une lecture qui sera beaucoup plus retardée. L'IDR, dans l'immédiat, elle va se faire de suite. Dans les 20 minutes, vous faites votre lecture. Et c'est terminé. Et dans tout ce qui est réaction type 4, là, vous allez faire une IDR avec une lecture donc retardée. Les dilutions, pareil. Vous faites attention à l'accident de départ et vous allez diluer. Bon, au dixième, au centième, on peut monter à 10-4 des fois. Alors, les résultats, les résultats des investigations, dans la littérature, 2 à 45% des malades qui déclarent avoir une hypersensibilité immédiate au bêta-lactamine seraient allergiques. D'accord? Donc, pourquoi il y a un tel écart? Parce que il faut faire une description correcte de l'accident. Alors, les tests de biologie, j'insiste, même si on a le laboratoire peut vous proposer un pack. Je vais me dépêcher. Oui. Un pack, mais en fait, bon, l'idée à retenir, les tests de laboratoire pour l'allergie médicamenteuse, vous oubliez, c'est pas bon. Donc voilà, pas de place pour la biologie. Donc, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit rapidement, la conclusion directement. Alors, que faire en pratique? Je vais aussi essayer de résumer rapidement sans voir toutes médias. En gros, vous avez une suspicion avec une imputabilité. Donc, dans ces cas-là, vous allez tester la molécule pour vérifier, mais n'oubliez pas de prendre une alternative pour pouvoir la proposer. Et toujours terminer les tests par un test de réintroduction, un TPO. Si vous êtes sûr de la molécule et que la molécule, quand vous faites votre test, le test est positif, de grâce, on ne va pas faire le TPO à la molécule qui a un test positif, ça ne sert à rien. On va faire le TPO à l'alternative. D'accord? Alors, je me dépêche. Oui, on va utiliser la céphalosporine quand on ne peut pas, mais alors... Oui, dans tous les cas, toujours peser bénéfice-risque. Voilà, j'ai terminé. Un petit peu escamoté, désolé, c'était un peu long. Bon, j'appelle notre ami Youssef Kdali. Bon.